Bonjour, bonsoir docteur Bozena, bonsoir à tous ceux que je connais et tous ceux que je ne connais pas, les nouveaux. Nous sommes ce soir réunis une fois de plus pour faire honneur donc, au docteur Bozena qui est médecin généraliste à Marseille, qui est expert en micronutrition et médecine fonctionnelle. Passionné de nutrition et de médecine fonctionnelle, vous êtes titulaire de plusieurs DIU, diététique, alimentation, santé, notamment à Marseille, et un autre d'alimentation et santé micronutrition de Dijon. Aujourd'hui, vous allez nous parler spécifiquement de l'intestin. Vous avez nommé joliment cette conférence le charme discret de l'intestin. Moi, j'ai hâte de voir en quoi nos intestins sont charmants, parce que quand on se les représente, c'est pas forcément l'image qu'on en a, mais je suis sûre que vous allez nous apporter de beaux éclairages. Donc moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mounia Benada. Je suis donc chez Diolife. J'habite à Nice et je suis également ambassadrice de la World Healthy Foundation, qui est la fondation de Diolife. Je vais laisser la parole au docteur Bozena dès à présent pour commencer la présentation et je reprendrai les questions en fin de séance comme d'habitude. Bon, bonsoir à tous. Merci d'être là pour m'écouter ce soir lors de notre nouveau webinaire Zoom. Aujourd'hui, je choisis le thème de l'intestin parce que c'est quand même sujet clé dans notre vie. Tout au long de notre vie, nous ingurgitons des tonnes des aliments sans nous rendre compte vraiment comment tout ça se fait et comment ce système digestif fonctionne en réalité. Et si nous plongeons au cœur de notre intestin, donc qui est la partie externe de notre corps, mais la plus intime, l'intérieur est vraiment passionnant. Donc, je vous invite ce soir à faire un petit voyage avec moi. Alors, je vais faire une petite pause parce que j'ai lancé le diaporama, mais je ne vous vois pas du tout et je vois personne. Ça va pas faire du tout. Alors, je ferme la. Excusez-moi. Pour fermer les fenêtres, je ne sais pas comment faire. Bon, tant pis. Aujourd'hui, je suis en solitaire. Plein écran. Et partager l'écran. Allez, OK. Partager l'écran. Et lancer diaporama. Voilà, ça y est. Je suis. Voilà. Donc, quand on parle de l'intestin, ce n'est pas quelque chose qui est isolé, ce n'est pas uniquement un tube digestif, c'est un ensemble, c'est tout un écosystème dans lequel il se passe plein de choses. Donc, on a la paroi intestinale et on a en même temps, dans cette paroi intestinale, à l'extérieur de notre corps, il y a ce qu'on appelle le microbiote, donc l'ensemble des organismes vivants qui vivent avec nous, mais à l'extérieur de nous. C'est notre organe le plus intime. On peut parler d'organe parce que il est tellement complexe et tellement lié à notre vie, à notre survie, à toutes nos fonctions vitales, à nos émotions, que sa présence en nous est indispensable. Donc, l'intestin a 6 à 8 mètres de longueur, mais quand on le déplie, nous avons 350 mètres carrés de surface. C'est la surface de l'absorption des aliments et encore, elle peut être encore plus agrandie si toutes ces petites villosités intestinales qui font cette surface de l'intestin, on a encore les petites microvillosités sur chaque cellule de l'intestin. Ça s'appelle la bordure en brosse qui augmente encore considérablement la surface de l'absorption. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc, vous voyez que notre monde intérieur est séparé de l'extérieur par une seule couche de l'épithélium qui est plus fine la plus fine feuille du papier. Et ça se fait tout au long de l'évolution de l'homme que cet écosystème a été construit. Donc, au début, nous avons élaboré cette barrière pour nous séparer de l'extérieur qui était
considérés comme néfastes et étrangers à notre intérieur. Nous avons donc, à l'extérieur de cette muqueuse, nous avons aussi construit tout un mur comme une fossée qu'on appelle le mucus, qui permet de tenir les bactéries donc, de l'intestin à l'extérieur. Il y a celles seulement privilégiées que leur présence nous rassure, qui vivent avec nous. Et si nous percevons les signaux de leur présence dans ce mur, dans ces fossés muqueuses qui est à l'extérieur. Donc, ça rassure l'organisme, tout fonctionne bien et nous nous sentons bien. D'ailleurs, vous savez d'où vient l'expression « comment allez-vous » ? Ça vient « comment allez-vous » à la selle. Quand le bidou va, tout va. Donc, tout notre bien-être, toute notre santé, et en fait, tourne autour de l'intestin. Oui, ça vous fait rire, mais c'est ça. Donc, ce microbiote qui nous habite, pour qui nous sommes source donc, de nourriture, nous lui fournissons le gîte et le couvert. En fait, ils sont 10 fois plus nombreux que le nombre de nos cellules dans l'organisme. Nous hébergeons en nous, dans notre intestin, 100 000 milliards de microbes dans notre organisme. Il y a à peu près 200 à 300 espèces qui sont particulières à chaque individu, en moyenne minimum 160 espèces différentes par personne, ce qui fait à peu près 2 kilos de matière. Si nous voulons vider l'intestin de tous les microbes, ça représente à peu près une masse de 2 kilos. Pourtant, pour à peu près entre 80 et 100 grammes de sel par jour que nous expulsons. Alors, le microbiote, il a connu un grand essor de recherche depuis quelques années. Dans les années à peu près 2000-2010, nous avons réussi, avec les techniques de séquentage génomique, d'identifier tout le microbiote humain. Donc, il s'avère, donc, il y a une grande quantité et variabilité d'espèces donc bactériennes qui nous habitent. Mais vous voyez, donc, notre génome humain, nous avons 25 000 gènes uniquement, tandis que tout le génome bactérien que nous avons réussi à séquencer pour la flore intestinale, vous avez 3,3 millions gènes différents. Donc, c'est énorme comme masse. Certaines bactéries, nous commençons à les connaître, commençons à connaître leur fonctionnement, mais il y a encore plein d'espèces bactériennes que nous n'avons jamais réussi à les cultiver à l'extérieur du corps humain. Nous connaissons les existences uniquement parce que, grâce à la génomique, nous avons pu donc identifier ces bactéries, identifier uniquement leur génome, mais ils n'ont jamais pu être encore cultivés au laboratoire. Donc, la recherche a encore du temps devant elle, et chaque génome bactérien est unique. C'est comme une empreinte digitale. Ça nous est propre, c'est propre à notre histoire de vie, et nous vivons avec nos bactéries. Nous occupons de la disparition des grands singes en Asie, c'est très bien, mais la diversité de notre microbiote, elle s'appauvrit aussi avec le progrès de la civilisation, puisque notre alimentation est de plus en plus monotone, moins diversifiée. Donc, notre microbiote s'adapte à ce que nous mangeons. Donc, selon les personnes et la diversité de leur alimentation, donc les courbes de génome bactérien ne seront pas du tout les mêmes. Et c'est valable d'un individu à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, de la personne âgée ou de la personne plus jeune. Donc, donc, tout au long de la vie aussi, le microbiote change. Jusqu'à présent, il a été admis qu'un nouveau-né naissait avec un intestin stérile. Alors, depuis quelques années, ce dogme n'est plus vrai. On s'était aperçu que au dernier trimestre de grossesse, les mamans, l'enfant, il y avait le passage de certaines bactéries de l'intestin de la maman vers le fœtus, et donc l'éducation du système immunitaire du bébé commençait déjà avant bien sa naissance.
c'est très important parce qu'on s'est rendu compte que les bébés dont les mamans ont pris les antibiotiques pendant le dernier trimestre, troisième trimestre de grossesse, ils avaient beaucoup plus de chances d'être obèses que les enfants des mamans qui n'ont pas pris d'antibiotiques. Donc maintenant, on commence à réfléchir un petit peu différemment et on prend les précautions pour éviter de donner les antibiotiques aux mamans parce qu'on sait que ça peut avoir une incidence sur la vie de l'enfant par la suite. Aussi, colonisation de l'intestin du bébé dépend évidemment où il vit, dans quel pays, dans quel milieu. Ça dépend aussi comment il est né. S'il est né par la voie basse traditionnelle ou il est né par césarienne, en ce moment-là, la colonisation, le premier contact après la naissance qu'il va avoir, ça sera avec le microbiote de la sage-femme. Ça ne sera pas du tout la flore intestinale de la maman si c'est un accouchement par voie naturelle. Pareil, si le bébé est allaité par le lait maternel, il n'aura pas du tout le même développement du microbiote que le bébé des enfants qui sont nourris au biberon. Donc, la première colonisation de l'intestin se fait justement par le microbiote de la maman qui est présent dans son intestin, qui est transmis au bébé. Premières bactéries que contient bébé, ce ne sont pas des bactéries anaérobies, donc ne supporteront pas d'oxygène. Ce sont des bactéries anaérobies relatives. Et donc, déjà, ils commencent à préparer le terreau pour l'arrivée de couches suivantes des bactéries. Donc, vous voyez, les nouveau-nés, ils ont beaucoup de bactéries qui s'appellent donc les bifidobactéries. Il y a aussi des lactobacillus qui arrivent, mais les clostridium, qui sont des bactéries anaérobies strictes, arrivent bien plus tard dans la vie, enfin plus tard, quelques semaines après, quand le terrain sera propice, quand ces bactéries pourront se développer. Donc, à 2 ans, le microbiote de l'enfant, il est acquis et il va rester avec lui toute sa vie. Il change très peu jusqu'à la mort. Le change peu. L'empreinte digitale du microbiote de l'individu ne change pas beaucoup au cours de la vie. C'est très résilient, à moins que vraiment on bombarde avec des antibiotiques à répétition, à moins qu'il subit vraiment de mauvais traitements pour changer. Il y a certainement certaines espèces peuvent disparaître, mais il a quand même une grande résilience. Il revient à son état initial tel qu'on lui a appris au début. Il y avait une étude qui a été faite que les enfants élevés à la campagne, donc au milieu de vaches, dans la nature, développaient beaucoup moins d'allergies, beaucoup moins d'asthme que les enfants des villes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le premier contact des enfants, première année de vie avec grande diversité de bactéries, finalement, était quand même bénéfique pour le système immunitaire et pour la santé de l'enfant, parce que ça stimulait le système immunitaire dans le bon sens. Les interactions des microbiotes avec le système immunitaire de l'enfant à travers donc la muqueuse intestinale, donc là c'est la couche qui nous sépare de ce monde extérieur, et aller dans le bon sens, et on évitait donc de moitié les allergies et les problèmes donc d'asthme ou autres maladies qui pourraient se manifester plus tard dans la vie. Et donc chez les seniors, il y a un déclin des bactéries bifides, donc c'est des bactéries qui digèrent les fibres, et il y a augmentation donc de Clostridium, qui sont des bactéries plutôt de putréfaction, bactéries anaérobies. C'est ça qui domine en fait en fin de vie, et c'est ça qui est propice à des complications du transit ou des maux qui apparaissent après avec l'âge. Donc déjà, vous avez vu, donc, au cours de la vie, le microbiote change, mais aussi il change du haut jusqu'en bas de notre tractus digestif, à commencer par la bouche, qui est complètement différent du microbiote tractus digestif, donc à commencer par l'estomac, qui est très peu colonisé par les bactéries. Donc il y a environ une centaine de bactéries par gramme
donc de matière, et ce sont uniquement les lactobacilles et Helicobacter. Helicobacter, ça c'est une bactérie qui est ancestrale, elle a plus de 3 millions d'années. Vous voyez, elle a, malgré l'évolution, elle a survécu avec nous, s'est transmise de génération en génération, de l'individu en individu, elle est toujours là. L'estomac, c'est un milieu qui est très hostile, c'est très acide, le pH, il est à 2 à 3 pour bien digérer les protéines, les nutriments donc, que nous absorbons. Donc, dans les plis de l'intestin, de la muqueuse, l'hélicobactère se cache tout au fond des cryptes, tout au fond des plis pour que l'acidité gastrique ne puisse pas l'atteindre. Mais pour ne pas le laisser se proliférer, donc il y a les lactobacilles qui veillent au grain et c'est un effet de niche. Donc, Helicobacter essaye de se maintenir en place et lactobacille il essaye de le torpiller pour le déloger de là pour qu'il lui prenne pas son accès donc à la mangeoire, et donc il se défend en sécrétant de l'eau oxygénée, des substances qui sont bactéricides, qui tuent l'ennemi. Donc, c'est valable pour toutes les autres bactéries tout au long du tract digestif. Donc, dans le duodénum, déjà, c'est moins acide. Il y a déjà beaucoup plus de bactéries qui y logent. Donc, il y a d'autres familles qui apparaissent. Puis, jéjunum. Jéjunum, ça c'est la partie de l'intestin où se fait donc l'assimilation de la majeure partie donc, des aliments que nous mangeons. Et puis nous arrivons au côlon. Au côlon, avant de passer de l'intestin grêle, il est au côlon. Il y a l'appendice. L'appendice, ça c'est une réserve de bactéries. Si jamais de bonnes bactéries devaient en manquer, ça c'est un petit réservoir, la petite niche, petite réserve pour réalguer des bonnes bactéries dans l'intestin, dans le côlon, pour favoriser la bonne répartition et la bonne fonction de l'intestin. Donc le côlon, ça c'est la partie qui est la plus dense en bactéries de tout genre, surtout qui on trouve ici des bactéries donc dans le côlon droit, donc c'est lui qui va dès l'appendicite ici sous le foie. Après, on a le côlon transverse et puis il y a le côlon descendant pour arriver jusqu'au le rectum. Donc, dans le côlon, c'est lui qui monte à droite. On a plutôt la flore bactérienne qui est acide, c'est une flore de fermentation. Et puis, progressivement, quand on arrive vers le côlon gauche, c'est la flore de putréfaction. Donc là, on va voir l'apparition des bactéroïdes et surtout des clostridium. Donc ça, ce sont des bactéries principales dans l'intestin qui sont le plus près donc, du mucus, le plus près de l'organisme pour occuper le terrain et profiter maximum de l'air hôte. Et après, nous avons une flore qu'on appelle la flore sous-dominante et la flore passagère, donc dans laquelle on inclut les champignons, les virus et des parasites. Donc, ils sont là, ils vivent avec nous, mais ils sont tenus quand même à distance, en joue, par notre flore intestinale amicale pour qu'ils ne bronchent pas, qu'ils ne prennent pas le pouvoir dans notre ventre. Donc, si on commence à faire des infections urinaires, les infections pulmonaires à des germes qui, normalement, doivent se tenir à distance donc de notre muqueuse, ils ne doivent pas pénétrer la barrière. Si on identifie ces germes dans notre organisme, là, grosse alerte, la barrière intestinale est rompue, il n'y a plus la protection par nos bactéries, donc ces opportunistes ont réussi à proliférer. Donc c'est valable également pour les mycoses, donc les champignons Candida albicans ou Geotrichum, vous avez tous entendu parler. Mais aussi donc, les parasites, si on ne veille pas on n'a plus de défense par les bactéries entre elles, ne pas les laisser proliférer, ils sont là, ils s'installent évidemment, ils veulent profiter de l'hôte comme les bactéries. Donc, la flore en bonne santé, elle ressemble comme un douillet tapis. Des bactéries sont très denses, planquées dans le mucus de lequel elles se nourrissent, donc d'où l'intérêt que notre intestin fabrique énormément de ce mucus pour nourrir les bactéries, pour les attirer vers lui,
qui protège donc de la pénétration de tous les pathogènes qui, avec le péristaltisme, donc du coup, ils ne font que glisser. Ils ne s'entendent que pas dedans. Ils n'arrivent pas à franchir la barrière pour venir nous agresser. Donc, si on a une flore intestinale déséquilibrée, donc il n'y a plus cette barrière, en fait, par des bactéries bénéfiques protectrices qui nous séparent de l'extérieur. Donc, il y a toutes sortes des organismes qui essayent de profiter de l'opportunité de cette rupture de barrière. Et puis, donc, ça crée des maladies, les infections. Et on verra ça par la suite. Donc, le microbiote, il est très utile pour notre fonction vitale. Surtout, il nous aide à digérer les fibres, ce qu'on trouve dans les fruits et légumes. Il n'y a pas que des vitamines et des antioxydants ou des minéraux qu'on trouve dans les fruits et légumes, mais également les fruits et légumes sont indispensables pour notre alimentation puisqu'elles nourrissent en fait toute cette colonie bactérienne, toute notre microbiote qui n'attend en fait que ça et de cette nourriture de fibres, de résidus. Donc, il extrait tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Donc, en faisant de la fermentation, digérant les fibres végétales que nous n'avons pas d'enzymes pour les digérer, nous avons encore, donc, il produit des métabolites que notre organisme utilise encore. Donc, c'est pour ça que c'est bénéfique pour notre corps. Donc, nous avons aussi, donc, avec des glucides, il peut faire les acides gras de courte chaîne, donc butyrate, propionate, acétate. Il aide aussi au métabolisme donc, du cholestérol avec des sels biliaires qui sont obligatoirement dans l'intestin. Il faut qu'elles soient transformées par notre microbiote pour pouvoir faire leur fonction, sinon c'est déconjugué et donc la fonction de détoxification ne se fait pas correctement. Aussi, il intervient dans le métabolisme des protéines. Donc, en consommant les acides aminés des protéines de notre alimentation, en produisant d'autres métabolites, phénol ou indole, que notre organisme, à son tour, encore les absorbe de l'intestin, et ça fait un signaling sur le fonctionnement, par exemple, au niveau des neurotransmetteurs, donc au niveau de notre bien-être psychique. Choline, phosphatidylcholine, donc ça, ce sont des métabolites des bactéries qui peuvent, s'ils sont en excès, provoquer excès de maladies cardiovasculaires. Nous avons parlé la dernière fois. Donc, le rôle de protection de l'organisme dans lequel elles sont abritées. Donc, elle maintient les jonctions serrées, donc ça c'est pour que les cellules de l'intestin restent bien collées les unes aux autres pour ne pas laisser passer des substances toxiques à travers, pour que la barrière reste bien étanche pour protéger donc l'extérieur de l'intérieur. Donc, ils ont leur rôle dans cette fonction et évidemment, ils sécrètent ce qu'on appelle les IgA, ce sont les immunoglobulines de première ligne pour éliminer l'ennemi, donc les bactéries toxiques ou des substances toxiques, les virus, qui sont neutralisés par ces immunoglobulines de première ligne. Peptides antimicrobiens, donc ça c'est également pour combattre les intrus dans notre intestin, et ils participent à la sécrétion du mucus. Donc si nous détectons les bactéries amicales dans notre intestin, eh bien, la sécrétion du mucus se fait de façon correcte. S'il n'y a plus cette interaction mutuelle, donc il y a alerte, ça veut dire inflammation, et les cellules se mettent à fabriquer davantage de mucus pour encore plus protéger la barrière, ce qui peut conduire à, par exemple, l'apparition du cancer dans les cas extrêmes. Et évidemment, il y a le gros pavé aussi de l'utilité du microbiote, c'est l'immunité. Donc, qui commence déjà avant notre naissance, en fonction des contacts que l'intestin du bébé aura avec les bactéries de la maman.
Donc, ça commence déjà à orienter son système immunitaire, soit vers la voie de tolérance, soit déjà vers la voie des allergies et de l'hyperactivité. Donc, ça, c'est tout un système immunitaire qui se met en place et il dépend directement du microbiote à l'extérieur. Microbiote aussi est indispensable pour la communication. Donc, il sait tout ce qui se passe dans notre corps. Notre moindre émotion est traduite en langage chimique que notre microbiote intercepte et il adapte son métabolisme. Moindre coup de stress qui provoque, par exemple, péristaltisme, la contraction de la vésicule biliaire, transpiration, sécrétion d'adrénaline, c'est notre sixième sens. Il perçoit tout. Et il s'adapte, ça veut dire qu'il sécrète ou pas certaines substances avec lesquelles notre corps, à son tour, réagit, y répond. Donc, si nous n'avons pas des bactéries pour calmer notre stress, nous serons de plus en plus énervés. Et à l'inverse, si nous avons notre microbiote qui fonctionne correctement, nous pouvons survivre à des états de stress, à des coups durs, parce que notre microbiote va sécréter des substances que nous allons profiter et finalement, donc, la situation va passer sans encombre. Donc, l'axe intestin-cerveau, c'est une autoroute à 4 voies. Donc, la première voie, c'est une voie de neurotransmetteurs. Voilà, hop, ici. Donc, l'intestin sécrète tous les neurotransmetteurs, ainsi que notre microbiote sécrète tous les neurotransmetteurs. Donc, GABA, sérotonine, noradrénaline, adrénaline. Tous ces neurotransmetteurs, par la voie sanguine, vont directement au cerveau, traversent la barrière cérébrale et donc les neurones, au niveau des synapses, le message passe et nos émotions, nos réactions sont adaptées en fonction. La deuxième voie, c'est la voie hormonale. Donc ça, ce sont les hormones donc, sécrétées par le cerveau qui est la voie sanguine qui communique avec l'intestin par cette voie-là. Donc ça, c'est la communication chimique. Après, nous avons le système nerveux intestinal. Donc, il y a autant de neurones que dans le cerveau, autant de synapses que dans le cerveau. Donc, c'est pour ça l'intestin est appelé également deuxième cerveau, parce que le système nerveux entérique, c'est un réseau très, très vaste, très bien organisé. Et pour être au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur de nos émotions et traduire moindre émotion, moindre signal chimique, moindre changement, donc il faut que ce système soit très réactif. Et à la fin, nous avons donc le nerf vague. Nerf vague, donc ça, c'est le seul moyen que nous avons, nous, pour calmer notre intestin, pour apaiser le ventre. Parce que en activant le système parasympathique, en volontairement ralentissant notre respiration, en essayant de nous calmer, ça a une action directe sur le fonctionnement de notre intestin, que la tempête se calme et les douleurs abdominales peuvent disparaître si c'est une hyperactivité, parce que les bactéries, pareil, sont en folie et ça ne va pas du tout. Ok, ensuite, donc vous savez que l'intestin, c'est également un organe immunitaire. 80% de l'immunité se trouve dans l'intestin. Mais cette immunité ne serait rien si on n'avait pas d'interaction avec le microbiote de l'autre côté. Donc, il y a un signaling permanent. Donc, vous avez les cellules dendritiques qui, comme des petits périscopes, des cellules M, voilà, les cellules dendritiques ici, ils sont des petits périscopes, hop, qui passent à l'extérieur de la membrane et interceptent tout ce qui se trouve dans le mucus à proximité. Si elles détectent qu'il y a des bonnes bactéries amicales, donc hop, il y a un signaling, tout va bien, les soldats, pas la peine de s'exciter. Si par exemple,
ici, à travers donc, cette barrière, nous interceptons des pathogènes. L'organe immunitaire qui est la plaque PR juste en dessous, hop, on envoie les signaux, c'est alerte rouge, l'ennemi qui s'approche, il faut déclencher le plan hors sec et toute une inflammation. Et si on intercepte un ennemi, il est analysé, il est présenté aux cellules immunitaires comme étranger et tout le système immunitaire se met en activité pour essayer de combattre cette anémie. Et évidemment, donc, on peut créer une inflammation ici au niveau de l'intestin qui peut rapidement déborder et puis causer les dommages à tout l'organisme. Donc, quand je vous ai déjà commencé à parler au début, donc, grâce à notre microbiote, nous arrivons à digérer tous les végétaux. Et c'est un rôle très, très important du microbiote, digestion, fermentation des végétaux, parce que ces métabolites intestinaux sont essentiels pour notre santé, à commencer par la synthèse des vitamines de groupe B, aussi la vitamine K qui est synthétisée dans l'intestin, donc c'est la vitamine anticoagulation qui maintient donc bon état de coagulation, qu'en cas de plaie, l'organisme puisse survivre et ne pas se vider de son sang. Donc ça, c'est la vitamine D, vitamine K qui est indispensable pour donc arrêter cette cascade de saignement et puis coaguler le sang. Mais cette vitamine K aussi a une autre forme de vitamine K qui est indispensable pour la santé osseuse. Pour maintenir l'os en bonne santé et évidemment éviter l'ostéoporose. Tous les acides aminés donc, qui sont utilisés aussi par l'intestin, donc tryptophane, tyrosine et la phénylalamine qui sont les produits donc, du métabolisme qui aussi sont utilisés par l'organisme, sont assimilés directement après donc, par notre organisme. Et donc, surtout, les acides gras à courte chaîne qui sont très bénéfiques parce que butyrate, c'est un anti-inflammatoire et aussi il sert de carburant direct aux cellules du côlon, aux colonocytes, pour leur métabolisme propre à eux. Et donc, ça a aussi les actions à distance sur tout le corps, actions anti-inflammatoires, donc plein de bénéfices de santé, on verra ça un peu plus tard. Donc, les peptides antimicrobiens, les défensines et bactériocines, aussi donc l'eau javel, vous avez glutathion, vous avez aussi l'eau oxygénée, qui ce sont des armes redoutables que les bactéries dans l'intestin ont pour se défendre contre les envahisseurs et les bactéries indésirables pour les repousser, pour bien occuper leur terrain. Et donc, tous les neurotransmetteurs GABA, sérotonine, acétylcholine qui est donc dans la contracture musculaire aussi, l'hormone dans la mémoire. Donc les fibres sont digérées en plusieurs étapes. Et chaque étape, donc les fibres de plus en plus complexes, sont digérées en plusieurs étapes. Et chaque étape, c'est des bactéries différentes qui digèrent les fibres. Cependant, ils appartiennent à deux familles principales. Donc, c'est lactobacilles et bifidobactéries. Et donc, à la fin, nous obtenons donc les acides gras courte chaîne, butyrate, propionate et acétate. Ce sont des acides gras en fait volatiles. Ils ont le butyrate, il a c'est l'odeur du beurre ranci en fait. Donc on peut pas forcément dans l'intestin, il n'a pas le monopole. Il est aussi présent dans la graisse rancie. Et donc, je vous ai déjà dit, donc ça, il nourrit les colonocytes, il a une action sur la diminution de l'inflammation et aussi une action par l'intermédiaire du cerveau parce qu'il limite l'appétit, il est satiétogène. Donc, manger les fibres, manger des légumes, ben voilà, ça coupe l'appétit, ça c'est par cette voie-là. Et aussi, ça diminue la néoglucogénèse, ça veut dire, diminue la synthèse du glucose à partir d'autres substrats. Donc, ça diminue la néoglucogénèse
donc présence du glucose dans le sang. Donc ça, c'est une action, par exemple, pour la perte du poids, c'est incontournable. Propionate, c'est déjà un petit peu moins anti-inflammatoire, il est au contraire pro-inflammatoire, mais il a une action aussi satiétogène qui n'est pas négligeable. Et acétate avec butyrate, ce sont les deux hormones qui jouent donc au niveau immunité pour renforcer donc le réaction avec les systèmes immunitaires dans la baisse de l'inflammation. Ça, c'est dans le monde idéal, mais nous vivons dans un milieu qui est soumis, et notre microbiote avec, à plein des événements à l'extérieur différents. Donc, tous les polluants à l'extérieur, même les ondes électromagnétiques, ont une influence sur les microbiotes. Le régime alimentaire inadapté, alimentation trop grasse, ultra transformée, les fast-foods avec les édulcorants, notre intestin, notre microbiote le déteste. Il est vraiment pas content quand on lui donne ça à manger parce que les bonnes bactéries souffrent, ils peuvent pas se reproduire, elles n'ont pas à manger, ils disparaissent. Et c'est les mauvaises bactéries qui prennent le pouvoir dans le ventre. Et on s'est aperçu que chez les personnes souffrant d'obésité, certaines souches bactériennes, quand on fait leur métagénome, ont disparu, comme par exemple Akkermansia ou Faecalibacterium prausnitzii. Elles n'existent plus chez certaines personnes si elles sont soumises donc, à des facteurs externes comme alimentation pas adaptée. Le stress donc, a une action directe par la voie de neurotransmetteurs, ça stresse l'intestin, il n'est pas bien. Les médicaments anti-inflammatoires, ça, l'intestin le déteste, vraiment, ça, c'est très, très mauvais, ça crée une dysbiose pendant au moins un mois après la prise d'anti-inflammatoires, que pourtant, on les prend larga manu. Chez la femme, avec la ménopause, sous influence hormonale, donc il n'y a plus d'influence hormonale qui protégeait le microbiote, le microbiote change, donc d'où certains troubles digestifs chez la femme, les gonflements, la prise de poids aussi, ça peut apparaître après la ménopause. Donc si l'intestin était déjà en souffrance avec le changement hormonal, ça peut aggraver le problème. L'alcool aussi, donc ça c'est vraiment néfaste parce que ça perturbe le fonctionnement donc de l'intestin de façon maximale. Le sport intensif aussi, c'est un grand pourvoyeur de dysbiose intestinale parce que chez les sportifs, il y a un phénomène qu'on appelle ischémie-réperfusion. Pendant un effort physique très intense, tout le sang est mobilisé dans les muscles. Donc, dans l'intestin, c'est le sang en réserve. Il y a vraiment très, très peu. Les intestins ne sont pas beaucoup perfusés, donc il n'y a pas beaucoup de débit sanguin dans ces vaisseaux. Et donc, à l'arrêt de l'activité physique, le sang revient dans l'intestin et ce phénomène ischémie-réperfusion, ça abîme donc notre muqueuse intestinale. Donc s'il n'y a pas de bonne barrière derrière avec le mucus, les bonnes bactéries qui protègent des milieux extérieurs, pouf, tout de suite la perméabilité arrive, les intestins sont abîmés. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont connu ça, avoir mal au ventre après un sport intense. Donc voilà, c'est ce phénomène. Donc vous savez bien aussi qu'on ne conseille pas d'aller nager après un bon repas ou de faire du sport si on a le ventre bien plein quand on se lève de table. Donc il faut attendre un petit peu pour digérer. Parce que là, pendant la digestion, effectivement, on peut absorber le maximum de nutriments de l'intestin. Hop, on voit plein du sang pour faire la rotation de l'assimilation des aliments. Et donc les muscles sont en hypoperfusion. Donc ça, c'est un équilibre aussi à avoir. Et donc, évidemment, les gastro, les infections bactériennes opportunistes pendant le voyage ou les épidémies ou les intoxications alimentaires aussi. Donc, ça ont une action sur notre microbiote.
Donc, si il y a des facteurs que je viens de vous énumérer se produisent, donc notre muqueuse intestinale qui doit ressembler comme la partie de gauche, avec donc les villosités de bonne hauteur, les cellules alignées les unes contre les autres, avec une bonne couche de mucus qui tapisse l'ensemble comme un épais manteau qui protège. Donc, vous voyez la muqueuse qui est agressée, euh, qui n'est plus protégée déjà par le mucus, par les bonnes bactéries. Donc les cellules les unes aux autres ne sont plus collées, ce qu'on appelle donc, la perméabilité intestinale ou leaky gut syndrome. Et donc c'est la porte ouverte à rentrer de toutes les toxines, des bactéries opportunistes, les toxines bactériennes, de gros fragments alimentaires non digérés, etc., dans l'organisme. Et notre système immunitaire se trouve débordé, ça crée une inflammation. Mais souvent, ça se passe à petit feu, ce qu'on appelle inflammation de bas grade. Un petit mot aussi sur le gluten. Le gluten, c'est un chaînon manquant dans l'explication donc, des maladies modernes, comme on va dire. Jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, on considérait que les maladies étaient soit d'origine génétique, soit d'origine environnementale. Mais ceci donc, veut dire un gène, une maladie, ou exposition à certains produits toxiques. Mais ça n'expliquait pas tout parce que certains patients qui ont une prédisposition génétique, pourtant, ils ne développent pas de maladie. Et donc, avec la recherche, un docteur Fasano qui a découvert qu'en fait, c'est le gluten qui était le coupable. Parce que le gluten, le blé moderne, ce n'est pas du tout le blé ancestral. En Mésopotamie, les graines de le blé, c'était une petite céréale qui, gluten, contenait uniquement 14 gènes contre 46 gènes aujourd'hui. Donc, ce qui est énorme. Donc, nous sommes dans une épidémie d'exposition au gluten, en fait, et que notre corps, il n'est absolument pas adapté à digérer. Donc, ces grosses molécules de gluten, donc, quand vous voyez à droite, c'est une protéine, donc ça c'est la forme primaire, c'est juste le chapelet donc, des acides aminés alignés, puis c'est contracte, donc faire une structure secondaire, et puis il se replie, donc ça, on a une structure tertiaire ou quaternaire. Et vous voyez en couleur verte, rouge, jaune, ce sont des fragments bactériques, fragments donc de la molécule du gluten qui sont antigéniques. Ça veut dire qu'ils déclenchent une réponse immunitaire. Premièrement. Et deuxièmement, il y a une grande similitude avec une substance qu'on appelle zonuline. Et zonuline, c'est un ouvre-porte. C'est une molécule qui est comme une toxine de choléra, qu'on a la diarrhée quand on est infecté par le vibrio de la choléra. Donc, ça sécrète cette toxine qui ouvre les portes, ouvre donc les jonctions serrées entre les cellules. Et donc, il y a une grande quantité d'eau qui s'échappe de l'organisme dans la lumière intestinale, d'où la diarrhée, mais dans l'autre sens aussi, il y a plein de toxines qui arrivent à l'intérieur de l'organisme. Donc, cette zonuline qui est sécrétée par les cellules intestinales, elle fait le même travail à ouvrir donc, les jonctions serrées. Et elle est directement stimulée par les fractions donc, antigénique de la molécule de gluten. Donc, si nous en consommons en grosse quantité, ben, forcément, il y a une grosse stimulation, grosse sécrétion de zonuline qu'on peut doser maintenant dans les selles pour juger éventuellement donc de hyperactivité, de stimulation, de sécrétion donc, de cette protéine. Et voilà, et c'est ça qui pourrait expliquer en grosse partie l'apparition des maladies. Mais le deuxième, donc ça c'est une seule voie. Deuxième voie pour laquelle le gluten pourrait être à l'origine des maladies, parce que donc, ce gluten qui passe cette barrière intestinale donc perméable par les jonctions qui sont d'un coup ouvertes,
il arrive dans le corps, il crée donc les réactions inflammatoires. Il est détecté par les cellules de l'immunité et donc ça crée des complexes qui peuvent se déposer donc souvent dans le système nerveux central, ça peut se déposer dans les articulations pour donner des polyarthrites, de l'arthrose, de l'autisme, mais aussi donc, au niveau intestinal, créer directement de l'inflammation avec la colite, maladie de Crohn ou autre. Donc les conséquences de la dysbiose, donc en fait, c'est la revue de médecine, c'est à peu près tous les systèmes qui sont atteints. Si notre intestin dysfonctionne, c'est le corps entier qui est atteint. Donc, selon les prédispositions génétiques, évidemment, de la personne, donc on a les répercussions un peu partout. Donc, on commencer donc par l'inflammation. Cette inflammation peut avoir les répercussions également, deuxième fois, sur l'ensemble de l'organisme et des systèmes. Aussi, donc, l'apparition du cancer du côlon, cancer de l'estomac, par donc l'infection chronique par Helicobacter pylori, vous savez que c'est cancérigène. Et donc cette irritation par inflammation chronique et la dysbiose, la stimulation dans le sens donc de l'inflammation et de la protection, ben, ça donne une cancérisation à la fin. L'obésité et le diabète dont nous avons parlé, donc déjà s'il n'y a pas assez de fibres dans l'intestin, donc par la voie de butyrate, donc il ne protège plus. Et deuxièmement, donc la perméabilité intestinale, encore une fois, il y a l'inflammation qui joue aussi, qui aggrave donc le problème du stockage de graisse. Les maladies auto-immunes, donc ça c'est un grand classique de perméabilité intestinale. Et donc là, directement, gluten est impliqué. Toutes les maladies neuropsychologiques, à commencer par l'anxiété, le stress, la dépression, on a identifié maintenant plusieurs bactéries et plusieurs cas de dysbiose qui provoquent donc les comportements, soit d'éviction, les comportements agressifs par la dysbiose. Ça, c'est certaines bactéries, on les appelle psychobiotiques parce qu'elles ont le pouvoir d'apaiser donc le patient et lui apporter du bien-être. Mais aussi maladie d'Alzheimer, la maladie donc de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique, toutes ces maladies neurodégénératives qui émergent, qu'on appelle maladies des civilisations, mais finalement, quand on fait le tour, on tombe toujours donc sur le point de départ, dysbiose. Aussi, donc l'arthrose polyarthrite, ça, c'est cette inflammation qui est créée par la dysbiose, les bactéries qui se transloquent au niveau des articulations. Et il suffit que nous mangeons, par exemple, on fait la fête, on mange 3 éclairs au chocolat et puis une semaine après, pof, crise d'arthrose, ben, directement c'est la réactivation donc des bactéries qui se trouvent déjà donc au niveau de notre articulation par cette dysbiose liée à un événement alimentaire, ben, ça déclenche les crises. Asthme, allergie, donc je vous ai déjà parlé, maladie cardiovasculaire directement donc par athérosclérose, donc l'inflammation des artères, et deuxièmement par la toxicité des métabolites du microbiote par la TMAO. Okay, et le vieillissement prématuré, évidemment, parce que ça crée un stress oxydant et donc plein de radicaux libres qui font vieillir prématurément. Alors, comment maintenant maintenir notre intestin en bonne forme, en pleine forme, on va dire. Ça nous met la pression, c'est comme l'Atlas qui porte du coup le poids du monde sur ses épaules. Eh bien oui, nous avons une lourde responsabilité de nourrir notre microbiote pour qu'il nous renvoie la santé. Donc, nous sommes ce que nous mangeons. Si notre alimentation ressemble à l'assiette de droite, donc qui n'est pas du tout healthy, c'est une alimentation poubelle qui contient très peu de nutriments, beaucoup de graisse et beaucoup de sucre. Donc, ça favorise la voie de l'inflammation et de problèmes métabolique qui induit la modification épigénétique et qui conduit donc à l'apparition des maladies. Mais de l'autre côté, si nous avons donc une bonne alimentation avec plein de fruits et légumes, beaucoup de poissons riches en oméga 3, des vitamines, des protéines. Donc, ça va dans le sens de la santé et notre microbiote sera content, il ne sera pas du tout excité et nous n'allons pas stimuler notre système immunitaire vers la voie de l'inflammation, ça sera la voie
de la tolérance. Donc, quelle est cette alimentation? Encore une fois, on revient à l'alimentation riche en fruits et légumes, hein, telle que la diète méditerranéenne nous le propose. Donc, abondance de fruits et légumes. Il faudrait consommer, je vous ai expliqué, minimum syndical, 2 poignées pleines de fruits et légumes par jour. Il y a beaucoup de sucres complexes qui fournissent donc des fibres ou des bactéries. Il n'y a pas beaucoup de viande. Il y a peu de produits laitiers. Simplement, donc ça, ce sont les premiers probiotiques qui entretiennent notre flore intestinale parce que ce sont des produits fermentés, comme les yaourts fermentés qui contiennent donc des lactobacilles qui sont bénéfiques pour l'intestin. C'est comme les casques bleus qui tapissent donc la muqueuse pour protéger au maximum. Il n'y a pas de produit ultra transformé ici. Vous voyez le petit gâteau, il est tout en haut de la pyramide. Hein, ça doit être exceptionnel. Et évidemment, mieux gras, parce que les oméga-3, les bactéries s'en nourrissent aussi également. Hein, avant que nous les assimilions, les bactéries se servent avant pour faire l'air membrane. Parce que comme notre membrane de nos cellules sont double couche lipidique, la paroi bactérienne, elle est également double couche lipidique. Donc, les glucides, les lipides que nous consommons, les bactéries les consomment. Si nous consommons les oméga-3, leurs membranes seront fluides. Donc, si nos bonnes bactéries les attaquent à l'oxygène et à la javel ou à d'autres armes qu'ils possèdent pour se défendre de l'agression, eh bien, donc, la membrane de l'ennemi, elle sera fluide, elle sera beaucoup plus accessible aux armes ou aux antibiotiques pour s'en débarrasser. Donc, mieux gras, c'est toujours valable. Donc, si nous avons une alimentation riche en fibres, donc vous voyez, les bactéries sont tenues à distance. Il y a certains privilégiés qui ont droit de s'approcher directement de l'épithélium. Donc, il y avait une étude qui a été faite sur les souris. On a greffé donc, le microbiote des patients qui mangeaient les fruits et légumes, et donc on a trouvé la muqueuse intestinale qui était riche en mucus, en pleine santé, donc tout fonctionnait bien. Et puis on a greffé à d'autres souris le microbiote des patients qui avaient une alimentation Western Diet, et donc les bactéries n'ayant pas de fibres à digérer se sont attaquées à mucus. Donc, forcément, ils sont approchés très dangereusement de la muqueuse qui, bon, elle n'a pas résisté, et donc ça crée une inflammation locale et dysfonction de la barrière. Nous devrions donc manger à peu près 30 à 40 grammes de fibres tous les jours. Donc là, d'après Yuka, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif pour vous situer combien de fibres sont contenues dans les aliments. Donc, un demi-artichaut cuit, par exemple, contient 12 grammes de fibres. Donc, un artichaut entier, bon, on a 25 grammes de fibres. Bon. Une poire avec, on va dire qu'on va arriver presque à la dose minimale de fibres que nous devrions avoir par jour. Et là, de l'autre côté, vous voyez que 300 grammes de lentilles pour avoir, donc, ça fait quoi, 15 grammes de fibres. Donc ça, il faut y aller, mais c'est nécessaire hein, donc pour notre intestin parce que nous avons besoin, ça fait du lest, ça améliore les transits, ça fait nourrir les bactéries, mais aussi ça fait la matière pour éliminer, pour avoir quand même la bonne qualité de sel avant l'évacuation. Autrement, il ne reste pas grand-chose. Donc, donc les déchets qui devaient être éliminés, ils restent s'il n'y a pas suffisamment de lest. Donc, si vous avez une alimentation qui est riche en fibres, qui est pauvre en fibres, donc il faut vraiment en rajouter. Donc, quitte à acheter le son de blé, acheter le pain complet plutôt que du pain blanc, etc. Pour justement ces fibres, c'est vital pour notre microbiote. Sans ça, il ne peut pas vivre. Donc, par exemple, le régime alimentaire qui vous parle qu'il faut éliminer les fruits et légumes de l'alimentation, c'est bullshit. Vous les prenez, vous les jetez à la poubelle, vous dites non merci, mon microbiote n'en veut pas. Il va être pas content et vous allez tout de suite avoir mal au ventre.
Et donc, chez les personnes qui sont peut-être pas habituées à manger les fibres tous les jours, ils disent que après les lentilles, pois chiches ou haricots blancs, ils ballonnent. Et oui, c'est normal parce que grosse quantité de fibres, et quand on n'a pas de microbiote adapté, ça fait ballonner. Donc, il faut éduquer notre intestin. Il faut commencer par des petites quantités de fibres, 1 ou 2 cuillères 2 fois par semaine, pour que la colonie de bactéries qui digère ce genre de fibres que nous lui apportons ait le temps de se développer. Donc ça lui fait une nourriture et petit à petit, on va réensemencer nous-mêmes. Donc on donne du terreau pour le développement de nos bonnes bactéries parce que ça sera bénéfique, nous nous sentirons mieux, le transit se fera mieux, donc ça générera autant moins de stress. Et puis, nous arrivons à le grand chapitre qui sont les compléments alimentaires. Donc, ce sont tous les compléments à prébiotiques. Donc, nous avons les prébiotiques, les postbiotiques, les symbiotiques, les pré, pro, post, et il y a aussi les parabiotiques ou symbiotiques. Donc, ce sont ça ne remplace en aucun cas alimentation équilibrée. C'est juste un casque bleu qu'on apporte dans notre intestin pour que l'intestin puisse faire son ménage et reprendre le dessus, que les bonnes bactéries puissent se redévelopper à nouveau et que cette barrière elle puisse se restituer et fonctionner correctement à nouveau. Les premiers compléments alimentaires, donc ça c'était les yaourts lactofermentés que les Grecs ou les Bulgares, les fameux yaourts bulgares, parce qu'ils se sont aperçus qu'en mangeant des antibiotiques, ça protégeait donc le développement des bactéries pathogènes qui pourraient être néfastes si on prend des antibiotiques ou pourraient désinfecter l'intestin en cas de changement alimentaire ou de nourriture pas saine. Donc ce genre de produits lactofermentés, ça a apporté de bactéries bénéfiques, ainsi déjà des fibres prédigérées pour faciliter la tâche aux bactéries qu'on pouvait avoir dans l'intestin. Donc, excusez-moi, je ne sais pas comment. Précédente, voilà. Alors là, je vais fermer. Donc, les probiotiques, donc, ce sont les organismes vivants qui, ingérés dans quantité suffisante, exercent des effets bénéfiques à la santé de leur hôte. D'accord? Donc, ils ont un rôle de nutrition, puisqu'ils apportent des nutriments, des fibres pour les bonnes bactéries intestinales pour qu'elles puissent, elles, finir la fermentation avec la production d'acides gras courte chaîne comme principale source pour les bactéries intestinales, nous avons déjà parlé. Aussi, elles rentrent en compétition, ça veut dire c'est les casques bleus qui occupent le terrain quand l'intestin est complètement désherbé après le passage, par exemple, d'un antibiotique. D'accord donc favorise la restauration de la barrière intestinale. Et aussi, donc, leur présence est bénéfique pour le système immunitaire puisqu'elles sont détectées directement par les cellules dendritiques et par les sentinelles de notre système immunitaire comme favorables, ne nécessitant pas déclenchement le plan inflammation. Donc, ça permet de calmer localement aussi l'inflammation et de pouvoir restaurer la barrière, mais aussi c'est valable à distance dans les pathologies inflammatoires d'autres systèmes. Et nous arrivons donc à la fin au postbiotique. Ça, c'est une nouveauté. Ça fait pas longtemps, donc les progrès technologiques ont permis d'obtenir donc au laboratoire les postbiotiques, principalement donc c'est du butyrate, c'est le métabolite donc qui est sécrété par les bactéries du microbiote, et nous avons parlé donc de ces effets bénéfiques, mais le fait de l'apporter à l'organisme en soutien à la fonction intestinale pour renforcer donc la synthèse des colonocytes, ça accélère encore la guérison de notre microbiote et de notre paroi intestinale dysbiotique. Je vous ai mis une petite casserole avec la fumée qui s'échappe parce que butyrate, en fait, c'est un gaz volatile.
c'est lui qui donne donc cette odeur rance. Et donc, pour pouvoir le faire en gélule, encapsulé pour l'apporter comme complément alimentaire, donc ça, c'est vraiment une prouesse technologique. Et bien voilà, en avant-première, je vais vous annoncer que Duolife l'a fait. Bienvenue à Probactillardi. Ça, c'est un pré, donc symbiotique, et postbiotique dans un seul produit. Donc, dans les deux gélules, il y a dans une première gélule se trouve donc prébiotique et prébiotiques, donc ce sont les fibres d'inuline. Probiotiques, ce sont les bactéries lactiques, bifidobactéries, ainsi que Saccharomyces boulardii. Qui ensemble avec les fibres d'inuline, elles permettent donc soutien de la flore intestinale. Et dans l'autre gélule, donc, il y a l'exploit technologique que Duolife a fait. Nous avons donc le acide butyrique. Acide butyrique, donc ça c'est un produit qui, donc déjà il fallait stabiliser les gélules pour que le probiotique puisse être stable jusqu'à la péremption. Deuxièmement, que les bactéries soient viables, qui ne s'altèrent pas, et que le postbiotique également, comme c'est un gaz volatile, il faut qu'il soit encapsulé et il fait son effet au niveau du côlon. Donc, il fallait qu'il transfère, qui arrive donc par tous les tubes digestifs, l'estomac, tout l'intestin grêle jusqu'au côlon, là où il peut donc libérer son acide butyrique, qu'il puisse nourrir donc, les cellules du côlon pour qu'elles puissent donc reprendre leurs fonctions plus rapidement. Et c'est vraiment une prouesse donc technologique. Au niveau des probiotiques qui se trouvent donc dans symbiotique, ce sont donc deux souches, il y a 8 millions de bactéries plus 1 million de Saccharomyces boulardii, c'est une proportion qui est étudiée pour optimiser l'effet bénéfique qui peut agir donc sur toutes les fonctions que nous avons évoquées tout à l'heure, donc aussi bien sur les troubles du transit au niveau du côlon, chez les personnes stressées, qui agit donc sur les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la colite, maladie de Crohn. Ça peut agir donc au niveau de spasmes côlon irritable. Ça peut aussi être bénéfique pour les personnes qui souhaitent perdre du poids par l'action du butyrate, mais également aussi donc par l'action anti-inflammatoire et action tolérance et favoriser l'implantation de la flore intestinale pour perdre du poids, protège les sportifs contre donc la barrière en cas de sport intensif pour éviter justement la dysbiose. Donc, il y a vraiment un large panel de possibilités d'utilisation de ces produits. Il est très prometteur et il sera mis sur le marché le 16 mars, donc très bientôt. Il peut être, donc, je vous ai dit déjà, utilisé à partir de 6 ans. Donc, 1 ou 2 gélules de chaque par jour, donc en fonction des besoins. Pendant il faudrait compter minimum 2 mois, 2 à 3 mois, et puis après pour évaluer et puis éventuellement prendre ponctuellement en fonction des besoins de la personne. Et voilà, merci pour votre attention. Ce sera tout. Alors, arrêtez de partager. Je veux revenir vers vous. Est-ce que vous avez des questions ? Allô, allô? Monia, tu arrives à réactiver ton micro ou pas?
c'est que ton téléphone, hein, parce que tu as. Regarde, tu dois avoir la manipulation. J'entends très mal. C'est bon. Non, c'est pas moi, hein. J'essaye, mais en fait, ça me met l'autre. Bon, j'ai de nouveau le micro. Je vais vous faire donc un petit retour sur les questions. Donc, les deux premières, vous y avez répondu, hein, sur l'âge pour la prise du nouveau Comment il s'appelle? Probactillardi. Probactillardi, un nom très italien, je me disais en l'écrivant. Mais Donc, vous pro, avez c'est répondu. comme tous les produits. Oui, Pro. Bacti comme bactérie, bactillardi, voilà, boulardi, voilà. ça me fait penser à une boisson. Pourquoi pas? Voilà, alors ensuite, Mais c'est très prometteur. Oui, bah écoutez, en tout cas, ça tombe bien en fait, hasard ou pas du calendrier, ça tombe pile poil Ouais, avec votre. Donc timing c'est génial. parfait. Planning parfait. Alors, autre question. Que conseillez-vous comme produit Biolife pour un candidat albican? Pour un cas, bon, il n'y a pas un produit qui peut tout changer. C'est une infection qui est chronique, donc ça peut prendre du temps. Donc, première chose, c'est éliminer alimentation les sucres rapides, parce que c'est le carburant direct du candidat. Donc, c'est comme ça qu'il fermente. Et donc là, il est en état de moisissure. Donc, il faut le réduire en le privant de nourriture en état de levure, qu'il puisse revenir un petit peu en arrière et arrêter de s'infiltrer à travers les cellules intestinales perméables. D'accord? D'accord. Et donc là, en ce moment-là, un produit qui est très bien, c'est il y a Proimmuno et Borelis Pro. D'accord. Pro Borelis. Très bien, merci. Et évidemment, de nouveau, Bactillardi. les trois donc. Mais oui, mais effectivement, c'est surtout éliminer l'alimentation donc, qui favorise la fermentation. D'accord. Le fromage bleu, les sodas, la farine blanche, les sucres blancs, le riz blanc, l'amidon, donc maïs, pommes de terre, voilà, tout ça, bye bye. D'accord. Merci. Et même question, mais pour le cas de Crohn, qu'est-ce que vous Crohn, conseillez? c'est beaucoup beaucoup plus inflammatoire. Donc, il y a pareil, donc alimentation, gluten, pareil, bye bye, laitage, bye bye. Donc, Probactillardi, c'est indiqué. S'il y a, bien sûr, il y a aussi aloès qui est très intéressant. Mais aloès, en thérapeutique, il faut prendre 25 millilitres au moins 2 fois par jour. D'accord. Et bonne graisse. Il ne faut pas oublier liquide gold. D'accord. Inflammatoire. Merci. Une personne demande. Encore avant Pardon? que j'oublie, Oui. pour la prochaine réunion, Oui. avant que je profite qu'il y a encore tout le monde, je voudrais vous annoncer que la prochaine fois, nous ferons un Zoom ensemble avec Dr Kardash. Ah, super. Alors, attendez 2 secondes. Je fais une bêtise. Partager l'écran. 2 secondes. J'arrive. Voilà. Vous avez la date ou pas? Oui, regardez. Oui. Super. 8 Donc, le avril. 8 avril 2021. Très bien. Donc, Et le sujet, ça sera? phénomène supplémentation, de quoi s'agit-il? Super. Donc, à ne pas manquer. À ne On a pas les manquer, tout deux à fait. médecins Occasion en même. unique. Voilà, occasion unique et des compétences très importantes réunies. On note tout de suite la date. Voilà, donc on Et on est aura présent. Dr Kardash en direct. Je ferai la traduction. Très Et bien. puis donc, je vais vous parler aussi donc, des supplémentations, mais on va voir, on va se coordonner exactement sur le déroulé de la réunion. Super, bah, c'est une belle formule qu'on suivra. Merci. Il y a d'autres questions qui viennent donc après Crohn. Alors, on revient au petit dernier, là, donc Probactillardi. Est-ce qu'un enfant de 3 ans peut en consommer si on lui en donne la moitié? Non, normalement, c'est pas prévu.
Et un enfant de 3 ans, liquide gold, oui, tout à fait, ça s'il peut. D'accord. Donc, on évite. 2,5 et enfant de 3 ans, moi je lui donnerais 2,5 millilitres comment on appelle, Sun Vital. D'accord, le sirop. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut le prendre avec la Liquide gold, détox? c'est vrai que faut pas oublier celui-là. Oui. Est-ce qu'on peut le prendre avec la détox ou le proslimer? Alors, ça, c'était une question, je pense, par rapport à tout à l'heure quand Aucun vous avez problème. évoqué. Oui, oui, Voilà, tout à fait. très bien. Et Ça la marche. détox, ça veut dire jour-nuit. Et je pense, Ouais. à préciser, est-ce qu'Anne-Flore, tu peux nous préciser ce que tu entends par détox, s'il te plaît? Ensuite, pour la ménopause, quel traitement conseillez-vous? La ménopause en complément alimentaire, donc déjà jour-nuit euh, pour détoxifier l'organisme. Et après, chaque femme est particulière, mais bon, je ne sais pas exactement, c'est un peu large comme question. Hein. Soutien nutritionnel de base, surveiller le poids, surveiller l'alimentation, éliminer les calories vides. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que la personne attend en plus comme... Il y a un très beau reportage là, qui est passé sur France 5 ou Arte il n'y a pas très longtemps, cette semaine, je crois, sur la ménopause où il y avait enfin, il y a eu pas mal de conseils, Florence. Si tu peux le regarder en replay, je pense que ça pourra t'égayer enfin, te diriger un Oui, petit peu. mais effectivement, Probactil-Hardy, c'est en fait un produit qui peut s'utiliser la rigueur manu, hein. Mais bon, il faut quand même identifier le problème. Hein. D'accord. Merci. Après, il y a une personne qui a un pan gastrique chronique. Est-ce qu'on peut lui Ouais. conseiller quelque chose ou lui donner des conseils avec les produits de chez Dulife? Chez Duolive, bien sûr, il y a de quoi faire. Donc, Probactil Hardy, c'est le produit par excellence. D'accord, donc le Euh, nouveau. mais déjà, il faudrait quand même commencer avec l'alimentation pour ne pas agresser cette muqueuse gastrique qui est enflammée. Donc, il faut enlever tous les produits irritants. Donc, on va enlever déjà le cru, trop acide, donc les tomates, les agrumes, tout cuit, bouilli, facile à digérer, voilà, voilà. Et donc, évidemment, les bonnes graisses, donc liquide gold. On a aloès, mais il faut quand même double dose, au moins 25 millilitres, au moins 2 fois par jour. D'accord. Donc à l'OS, il ne faut pas hésiter pour Ouais, 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 ouais. Et donc, Probactil Hardy, mais ce sera 2 de chaque par jour, hein, matin et soir, en fait. Hein. Très bien, merci. Est-ce qu'une dysbiose chez l'enfant peut entraîner de la colère et des réactions excessives? Ah ouais. Ah oui. Il y a le Alors, magnésium est-ce que vous aussi. Hein. prévoyez un zoom avec un Ah oui, il y psychanalyste? a le magnésium aussi. Hein. Magnésium? Ouais. Et attention au sucre, édulcorant, Oui. et voilà. Oui, c'est vrai que le sucre, c'est connu. Merci. Que conseillez-vous en plus du nouveau produit à venir pour la maladie de Crohn? Donc ça, vous y avez... Non, vous n'y avez pas répondu. Enfin, si Ouais. vous avez dit que c'était la même chose que pour la maladie du début. Oui. Une personne qui a subi une intervention peut retirer des polypes sur l'intestin. Peut-elle prendre le probiotique? Ah ben oui, hein, parce que de toute façon, coloscopie, c'est une purge donc qui vide complètement Nettoie. l'intestin. Mm. Donc, il faut, après, on ne peut pas manger le lendemain de la coloscopie comme on a mangé les pizzas avant. Donc, il faut y aller doucement pour Doucement. rincer correctement l'intestin. Et Probactil-Hardy est évidemment indiqué tout à fait. Merci. Que conseilleriez-vous pour l'endométriose qui peut se situer au niveau de l'intestin et du côlon? L'endométriose, c'est influence hormonale. Donc, sous influence hormonale, ce sont des éclats des muqueuses de l'utérus qui se sont logés en dehors de l'utérus. Donc, c'est D'accord. un peu cyclique et c'est pour ça ça donne des douleurs abdominales aux femmes. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Mais D'accord. bon, soutien de la muqueuse intestinale au maximum, donc de ses capacités, c'est toujours indiqué, bien sûr. Et endométriose, elle est aggravée évidemment par l'alimentation sucrée, hein, parce que ça crée de l'inflammation et ça stimule la voie donc, de l'hyperestrogénie. D'accord. Merci. Est-ce que ça peut soigner les hémorroïdes? Donc, je suppose que c'est le dernier, hein, Probactil-Hardy.
Est-ce que ça peut soigner les hémorroïdes? Sinon, quoi faire pour cette personne? L'hémorroïde, on a procardiol, hein. Et alimentation, Pas épicé, pas... plus de fibres, peut-être plus douces pour avoir le transit un peu plus lâche plutôt qu'être trop constipé Peu pour trop que constipé. ce soit plus Pour la facile sortie. à évacuer, oui. Augmenter déjà du lest, donc plus de fibres. Plus de fibres. Très bien. Que pouvez-vous conseiller comme produit pour un intestin capricieux et fatigué? C'est un peu la même question. La probaspiardie. Avec une peau acnéique. Donc là, on passe après sur les produits beauté. Là. Ah oui, mais peau acnéique, c'est la poubelle de l'organisme. Donc, en fait, c'est le montoir par lequel on élimine un petit peu aussi le Vous l'avez radar de expliqué notre ça. alimentation, le baromètre de ce qu'on mange, hein. Donc, si on a une alimentation qui est grasse, sucrée, pas bonne, boum, on a les boutons Qui sortent. tout de suite. Donc, ça vraiment, c'est alimentation, mais bon. Donc, du coup, diète méditerranéenne. De A à Z. Des fruits et des légumes. Okay. Fruits et légumes. Enfin, bonne graisse, mieux gras, mieux gras. Ça, c'est et vraiment mieux gras. primordial. Oui, oui, oui. Oméga 3. Est-ce conseillé pour une rectocolite? Donc, toujours le Oui, ça fait partie des Probaculardi. maladies inflammatoires de l'intestin, c'est comme Crohn, oui. D'accord. Donc, Mais pareil, la même conseil pour alimentation, sans gluten, sans laitage, hypotoxique, donc pas de produits transformés, pas de friture, toujours la même chose. Il faut chouchouter notre intestin. Il faut chouchouter notre microbiote. C'est un ami qui nous veut du bien. Sans nous, il n'existe pas. Et nous, sans lui, donc c'est relation d'amour réciproque. Ah, c'est bien, déjà parler avec amour à son intestin, je pense que c'est aussi un bon début, et après le nourrir correctement. Et j'ai bien aimé votre image de casque bleu, hein. J'ai noté tous les casques bleus qu'on avait. Il y a un témoignage d'une maman qui a donné à sa fille, quand elle était malade, 5 millilitres de Sen Vital, et visiblement, ça l'a réveillée rapidement, sortie de la maladie. Ah ben oui. Merci pour ton retour, Desislava. Merci. Et de nous rappeler qu'effectivement, on a un produit pour les enfants qui est consacré aux enfants. Et oui, c'est très, pas que pour les enfants, hein. Oui, non, mais comme on nous demande souvent pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut prendre? C'est vrai qu'il y a déjà les il y a quasiment toutes les vitamines dedans. Donc, pour les enfants qui sont en rhume souvent, qui sont en crèche, à la maternelle, qui ont le nez qui coule tout le temps, il n'y a pas de problème, hein. C'est préventif. Alors, en cas d'infection de Helicobacter pylori, quel produit de Duolife peut-on utiliser? Aloès double dose, liquide gold, probactillardi, mais je mettrai double dose. Donc 2 par jour de chaque. Enfin, 2 gélules de chaque par jour. D'accord. Merci. Donc, une autre... liquide gold, oui, je dis. Ouais. Une autre personne qui redemande pour Et il y a toute une alimentation aussi, hein, parce que ça, c'est que complément alimentaire. Donc, il ne remplace pas alimentation qui convient. Mais toutes ces maladies, après, on tourne toujours autour de à peu près de même alimentation. D'accord. La question sur l'endométriose, vous y avez déjà répondu, hein. La personne demande si le nouveau produit peut aider. Une autre personne demande, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de gaz est la réaction d'une microbiote malheureuse? Ah ben oui, hein, ben c'est qu'il a un peu du mal peut-être à digérer les fibres qu'on lui donne, il n'est pas adapté, donc il y a trop de gaz de fermentation, donc ces ballonnements de la digestion pas conforme, en fait, pas complète. Mais aussi, si on ne mastique pas, on avale le morceau de viande. Notre intestin qui devrait recevoir la nourriture bien broyée, mastiquée, mélangée, la salive prédigérée, qui s'y reçoit des morceaux comme ça, pop, vite gobés, et ben, il a un peu du mal à finir donc les broyer, de mélanger avec acide gastrique, etc. pour découper les protéines en tout petits morceaux. Et bien donc tout ça, ça sort de l'estomac pas bien digéré, fait tout le tour de l'intestin. Il arrive au côlon gauche. Et bien lui,
c'est la putréfaction, et donc ça, c'est les bactéries de putréfaction qui ensuite donc, nous donnent des métabolites comme pudévérine, les cadavérines, et qui, dans les cas, qui font des gaz qui puent, ou dans les cas extrêmes, ça peut même être exhalé par les poumons. Ça passe donc la porosité intestinale exhalée par le sang jusqu'au poumon, et là, ça donne haleine de chacal. Hein. Ça donne envie de mâcher. Un enfant de 2 ans, peut-on lui donner du sirop ou de l'huile Gold? Pardon? Pour un enfant de 2 ans, doit-on lui donner du sirop ou de l'huile Gold? 2 ans, ben oui, on peut lui mettre 2 millilitres 5. Mais il ne mange pas beaucoup de fruits et légumes, non? Je ne sais pas. Ouais, on peut lui mettre la moitié de la cuillère, oui. D'accord. Et puis voilà, et il y a un témoignage sur le liquide Gold qui permettrait d'aller à la selle, visiblement, plus Et facilement. oui, c'est l'effet glisse en plus. Hein. Voilà. Donc, on ne le dit pas assez, c'est vrai, liquide Gold, très bon produit. Oh oui, oui, excellent. Surtout, c'est un mélange de plusieurs huiles, donc ça a une action un peu synergique. Il y a la vitamine D, il y a la vitamine K. Donc, pour tous les problèmes ostéo-articulaires, arthrose et compagnie, c'est excellent. Hein. Et la vitamine K aussi, c'est pour les problèmes cardiovasculaires, pour l'athérosclérose. Si on le prend de façon prolongée, ça diminue la calcification des artères. Donc, très intéressant comme produit. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Comme d'habitude, vous y avez répondu avec beaucoup de précision et de clarté. Votre présentation a été remarquée comme d'habitude. Hein, vous avez beaucoup de remerciements. Moi, je me joins à tout le monde pour vous dire merci vraiment, parce que vous rendez vraiment les choses faciles, alors que ça a l'air très complexe. Et merci, tout simplement. J'essaie de m'appliquer pour faciliter. Vous le faites bien, parce que tout le monde est bien consciencieux. Je leur ai demandé de poser des questions au fil de l'eau, mais ils étaient tellement concentrés sur votre présentation qu'ils ont attendu la fin de la présentation. Donc, tant mieux. Donc, rendez-vous bientôt.